Ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct. Bienvenue sur France 24. Il est 14h30 à Paris, lors de votre dernier rendez-vous. Derrière l'image, on prend un peu de hauteur, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et aujourd'hui, notre épisode est consacré au harcèlement scolaire, au phénomène de cyberharcèlement. La journée contre le harcèlement avait lieu la semaine dernière dans les écoles de France. On va en parler aujourd'hui avec vous, avec Aurélie Javadi, chef de rubrique éducation et jeunesse à The Conversation France. Bonjour Aurélie. Bonjour Elisabeth. Merci d'être là, c'est la tradition. Vous avez sélectionné pour nous une photo, un cliché qui nous conduit dans l'académie de Lille au sein d'un collège. Voilà, alors on est en 2021 dans le collège Théodore Monod. Voilà, on voit les élèves qui ont choisi alors tous un dress code, ils sont habillés en bleu. Le bleu étant le mot d'ordre, la couleur choisie comme symbole de lutte contre le harcèlement. Donc ils sont rassemblés pour former ce non au harcèlement, qui est devenu le mot d'ordre de chaque jeudi post-vacances de la Toussaint depuis 2015. L'objectif, c'est de lutter contre ce fléau qui touche un élève sur 10. D'après les dernières estimations de l'OMS pour l'Europe, il y aurait 11% des jeunes qui seraient touchés par le harcèlement et 15% par le cyberharcèlement. Donc il s'agit de lutter contre un fléau qui peut provoquer de l'anxiété, des phobies sociales, des problèmes de sommeil qui peut aller jusqu'à des drames. Il y a eu des cas de suicide qui ont été mis en avant récemment dans l'actualité. Donc l'idée est de mobiliser les enseignants, les élèves, de bien permettre à tous de visualiser cet enjeu-là. Et ce, dès le plus jeune âge, là on voit des collégiens, mais ça commence dès la maternelle, dès 3 ans. Une journée instaurée en 2015, ça peut paraître un peu tardif. Est-ce que c'est parce qu'on est face à un phénomène récent et qui s'amplifie, en tout cas dans lequel on parle de plus en plus aujourd'hui? Alors, cette journée, elle s'articule avec d'autres dispositifs là, dont on parlait juste avant. Enfin, il y a aussi des dispositifs de formation des enseignants, de sensibilisation et aussi des actions avec des ateliers dans les collèges et dans les écoles, comme vous le dites. Le harcèlement, c'est un phénomène ancien. En fait, si on remonte dans des classiques de la littérature, alors je ne sais pas s'ils sont toujours très lus aujourd'hui, mais Le Petit Chose d'Alphonse Daudet, L'Enfant de Jules Vallès. Il y a aussi plus lu encore aujourd'hui Les Faux monnayeurs de Gide, où il y a un cas de suicide en classe, cas qui s'inspire d'une affaire qui a eu lieu au début du XXe siècle. L'historien Jean-François Chanet revient sur ce pacte de suicide en 1909 dans un lycée de Clermont-Ferrand. Il a écrit un petit livre là récemment. Donc voilà, des violences scolaires, en fait, c'est un phénomène ancien. Même plus proche de nous, il y a des personnalités qui ont pris la parole par rapport à cette question du harcèlement. Des chanteurs comme Christophe Willem, Mika, Clara Luciani, donc qui nous montrent bien qu'ils ont souffert, et c'était dans les années 90-2000. Mais c'est vrai qu'avant les années 2010, le phénomène du harcèlement en fait n'était pas nommé en tant que tel. Il était englobé dans la question des violences scolaires. Et c'est ce que Bérangère Stassin, qui est chercheuse à l'Université de Lorraine, explique sur The Conversation. Voilà, qu'il y avait une appréhension beaucoup plus générale et qu'on ne distinguait pas, en fait, les cas. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui qui persiste malgré le fait qu'on en parle de plus en plus et que ça devienne un sujet. On a du mal à faire la différence entre harcèlement et violence scolaire. Oui, alors c'est bien de revenir sur la définition. La question, c'est que c'est pas juste une bagarre entre deux élèves, des insultes échangées, etc. C'est qu'il y a une récurrence. Il y a un phénomène dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a un élève qui est ciblé régulièrement, une fréquence plus ou moins importante, par un autre élève. Il y a une volonté de nuire aussi. C'est pas seulement accidentellement qui commence à se disputer dans un couloir. Et il y a une volonté de placer l'autre en position d'infériorité. Et donc, tout ça, cette définition, elle a été mise en avant dans les années 2010 avec, en 2011, les assises de prévention, les premières assises de prévention contre le harcèlement scolaire. Et ces assises, donc, elles ont donné lieu à de nombreux débats et elles ont permis d'inscrire en 2013 dans la loi pour la refondation de l'école de la République cet enjeu de lutte contre le harcèlement. Alors, effectivement, il y a ce tournant qui est tardif. Pourquoi un tournant aussi tardif? Alors, avec ces assises, on prend conscience de l'ampleur du phénomène. Et puis aussi, ce sont les années où les réseaux sociaux se développent et où petit à petit, chaque élève commence à être équipé d'un téléphone portable. Voilà, les réseaux sociaux qui n'ont évidemment pas aidé les choses, qui les amplifient. Même le cyberharcèlement, c'est comme ça qu'on l'appelle, une spirale infernale. Le clip officiel d'ailleurs du ministère s'arrête sur cette question. Regardez.
Oui, Bonne nuit. Ça va? oui, ça va, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Je peux pas. Jade, quoi qu'il se passe, ton problème, c'est mon problème. Ok. On va gérer ça. T'inquiète pas. On va appeler le 3018 pour faire un signalement. Et je vais appeler le collège aussi, ok? Bon, ça c'est effectivement la réalité. Le téléphone aggrave, amplifie. Il faudrait quoi? Il faudrait supprimer les téléphones portables. On sait que c'est pas impossible. On sait que c'est impossible, hein. On sait que c'est impossible. Et puis, alors, d'après ce que disent les psychologues, les élèves qui sont victimes sont aussi réticents. Il y a aussi l'impression d'avoir une forme de contrôle, à pouvoir continuer à regarder ce qui se passe, même s'ils sont impuissants face à ça. Et surtout, ils savent que même s'ils n'ont plus le téléphone à portée de main, le harcèlement continue. On en revient à ce qu'on disait sur le fait que c'est un phénomène de groupe. C'est-à-dire, bon, il y a un meneur, il y a des témoins, comme le dit Bérangère Stassin, qui ont un rôle important parce que par le fait de regarder, ils aident le meneur à se sentir puissant, hein. C'est aussi un jeu aussi de mise en scène. Et puis, il y a les suiveurs qui vont relayer les messages. Donc, de toute façon, même s'il y a un dialogue qui est lancé avec le meneur, enfin, il y a tout ce... Les messages sont partis, les messages sont relayés et ça prend une ampleur beaucoup plus importante voilà, avec le harcèlement. Donc, par rapport à ça, une solution technique seule ne suffit pas. On voit là, d'ailleurs, dans le clip, ils mettent en avant, hein, on va parler à l'établissement, on va appeler le 3018. Effectivement, on ne peut pas seulement se contenter d'une mesure. Ça nous invite aussi à revenir sur le décret de 2023. Il y a une mesure dont on a beaucoup parlé dans les médias, c'est le fait d'exclure les élèves harceleurs. Donc sur cette question-là, il y a la chercheuse Amira Carré de l'université d'Aix-Marseille qui nous a proposé une analyse sur The Conversation et qui nous dit, voilà, exclure les élèves harceleurs, en fait, est-ce que on ne se contente pas de déplacer le problème? L'élève change d'établissement, il peut très bien reproduire ses comportements ailleurs, ou alors Il peut même continuer à distance, hein. Voilà, il peut continuer à distance avec son téléphone portable. Et puis, il peut aussi, ou alors se retrouver dans une situation où il est stigmatisé en tant qu'élève ayant causé des problèmes, être lui-même harcelé. Et l'élève qui a été harcelé lui-même reste dans cette position en fait de victime. On l'a pas aidé à prendre conscience de ses ressources, à envisager. Donc, on fixe en fait des étiquettes sur les enfants. Donc voilà, il y a une nécessité, ce que dit Amira Carré, c'est qu'on peut avoir une seule mesure, c'est qu'il faut un ensemble de mesures, c'est un problème global qu'il faut prendre en charge à l'échelle de l'établissement. Voilà, il y a tout un protocole, un accompagnement. En parlant d'accompagnement, certains établissements mettent en place des ateliers pour justement libérer la parole dès le plus jeune âge, hein. On vous le disait tout à l'heure, hein, que ça commence par ça, la sensibilisation. Exemple tout de suite dans ce reportage de nos confrères de France Télévisions, ça se passe à Roubaix, c'était début novembre. Regardez. Ce jour-là, à Roubaix, ils sont 16 à s'être portés volontaires pour écouter Nora Tirane. En 2013, sa fille de 13 ans s'est donné la mort après avoir été harcelée à l'école. Alors depuis, inlassablement, elle invite les enfants à se confier. Est-ce que vous auriez le courage de lever la main, celles et ceux qui, au cours de leur scolarité, auraient été victimes de ces violences répétées? Je démarre. 5 enfants lèvent la main, soit un tiers de la classe. Luna, 14 ans, en 3e, tient à raconter ce qu'elle a enduré, avec une assurance et une maturité désarmante. Moi, c'était vraiment un harcèlement très très dur. Je me faisais frapper dans les couloirs, on me poussait dans les couloirs, on m'insultait, on m'enfermait dans des casiers parce que je suis petite taille, on m'harcelait parce que j'étais petite, que j'étais naïf, que même si c'était mes harceleurs, j'étais amie avec eux. En plus, j'ai vécu sans père, du coup, des fois, ça m'embêtait en me disant « Ah, t'as grandi sans père, donc t'es orpheline ». Ça m'attaquait sur le fait que mon père n'était pas avec moi et que je vivais avec un beau-père, mais que voilà. Aujourd'hui, Luna se sent mieux. Elle a dû changer d'établissement pour mettre fin aux violences. La jeune fille a eu le bon réflexe. Elle en a parlé immédiatement à sa mère.
Voilà, alors évidemment, témoignage poignant de cette jeune fille extrêmement courageuse. On entend aussi Nora Tirane, qui est déjà venue sur ce plateau, demander aux élèves qui ont été harcelés de lever la main. On a une classe entière quasiment qui s'exprime et qui dit bah, moi aussi je l'ai été. Ça fait partie de ce processus de lever un tabou. Oui, alors c'est vrai que c'est extrêmement intéressant le témoignage de cette jeune fille. Elle dit beaucoup de choses. Elle dit qu'elle en a parlé. Le reportage insiste sur le courage de lever la main, le courage d'en parler. Et effectivement, l'une des caractéristiques du harcèlement, c'est ce tabou, c'est le fait de rester très longtemps secret. C'est ce que dit Amira Carré, donc la chercheuse sur The Conversation, également la pédopsychiatre Nicole Kathleen. C'est un phénomène en fait très insidieux. Donc là, la jeune fille qu'on écoute, elle dit en fait les harceleurs, c'était quand même mes amis. Et elle met en avant cette ambiguïté en fait. C'est-à-dire que le jeune qui est victime, s'il ne parle pas tout de suite, alors, il a honte, il a peur, mais aussi au début, il a du mal tout simplement à caractériser la situation. Puisque ce sont des faits qui commencent de manière anodine, qui peuvent se reproduire. Et petit à petit, il y a ce décalage, en fait, entre les faits et la réalité. Le moment où ils réalisent que, voilà, ils sont vraiment victimes, qui deviennent le bouc émissaire. Ensuite, il y a cette honte d'en parler et la peur aussi d'inquiéter les parents. Et c'est vrai que la parole, elle est pas si évidente à recevoir pour les quand parents. Quand on voit la réaction de la maman dans le clip, oui. mais qui est le clip officiel, c'est quand même assez anxiogène. On voit que elle prend un coup, là, la maman, quand elle dit « Ok, je vais m'en occuper ». Ça, c'est aussi une réalité. Hein. Oui, alors le parent, il est face à l'ampleur du phénomène et il est aussi placé dans une position, ce que dit Amira Carré, de parent défaillant, dans le sens où il se dit, voilà, jusqu'ici, je n'ai rien réalisé. Il s'est passé tout ça et voilà. Moi j'arrive... des parents qui n'ont une pas culpabilité. vu venir, Une culpabilité des parents, des enfants harcelés. Alors, c'est une culpabilité et aussi, ça peut réactiver des blessures personnelles, des souvenirs personnels de scolarité qui font que le parent n'est pas... en position très confortable. Aussi, ça peut générer une envie de réagir par soi-même. Si ça ne va pas assez vite du côté de l'établissement, ce qui est justement à éviter. Enfin, voilà, il y a des cas dans l'article qui sont expliqués ou des parents qui s'en sont pris verbalement directement aux élèves. Donc, c'est très important qu'il y ait tout ce soutien aussi au-delà des parents, voilà, et ce cadre. Et ce cadre, d'autant que... Il y a d'autres acteurs dont on n'a pas parlé, juste les enseignants. C'est vrai que les enseignants, parfois, ont une vue partielle de la situation. C'est-à-dire, dans la classe, quand ils voient deux élèves qui se disputent, comment faire la différence entre la victime qui crie, qui se manifeste. Voilà, ils vont se dire... Ils ont des classes de 30, voilà. On ne peut pas tout voir. Et on le sait, c'est la réalité aussi. Ils ne sont pas derrière chaque enfant. Voilà. Et il y a une autre... dans cette dynamique qu'on évoque, là, les parents, les enseignants, les profs, le système. Quoi. Il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier de prendre en question. Ce sont les réseaux sociaux. Le rôle des réseaux dans cette mécanique du harcèlement. Est-ce que ce sont seulement des caisses de résonance aujourd'hui ? Alors, dans le clip, on voit tous les messages qui défilent très rapidement. Donc, le numérique, c'est un amplificateur. On arrive à un niveau qui ne pouvait pas se produire dans une classe même. À l'échelle de l'établissement, la rumeur peut courir très vite. Il n'y a pas seulement ce phénomène d'accélération. Il y a aussi la question du fonctionnement eux-mêmes des réseaux sociaux, de leur fonctionnalité. Et c'est Bérangère Stassin a travaillé pour The Conversation. Elle a écrit un article avec Margot Déage. Margot Déage, elle est chercheuse à l'université Grenoble-Alpes et elle est spécialiste des phénomènes de réputation sur les réseaux sociaux. Elle a travaillé sur ce réseau qui est Snapchat, que beaucoup d'adolescents connaissent et fréquentent, peut-être un peu moins les adultes. Et elle montre en fait toutes ces logiques de course à l'audience, parce que le réseau social, qu'est-ce qui est important pour lui ? C'est qu'il y ait du trafic, c'est qu'il y ait des utilisateurs. Donc, ils ont tout intérêt à engager chaque utilisateur dans une course à la popularité. Et pour cette course à la popularité, en fait, il y a des... Alors, chacun va avoir un indicateur de likes, de nombre d'amis. Et pour augmenter cet indicateur, voilà, les jeunes sont tentés de diffuser des contenus plus provocants, des contenus de dire du mal des autres, etc. Voilà. Merci beaucoup Aurélie, c'est déjà la fin de ce rendez-vous derrière l'image. Vaste sujet, on aurait pu en parler bien plus longtemps. Merci de nous avoir suivis. Paris Direct qui se poursuit dans quelques instants. Le journal des sports est précédé pour commencer du Focus, votre grand format du jour. Regardez.